Terry Trash. Salut et bonne année, puisque bon c'est la première vidéo de l'année. Ouais bon j'ai été pris à faire des vidéos longues, celle-ci et d'autres qui sortiront plus tard. J'ai fait de la scène aussi et puis je me suis blessé en faisant du sport, ce qui fait que c'est le premier jour où je peux vraiment m'asseoir correctement sur ce canapé. Ouais, les gens vont croire que je me suis blessé à l'anus du coup. Non je vous jure c'est un accident, j'ai glissé, il y avait cette bouteille de vodka. Non bon et puis j'avoue aussi, j'ai pris une semaine pour me reposer parce que c'est vrai que ce monde me fatigue. Et ça risque de continuer parce que là on va parler de l'affaire Nutella. Du 25 au 27 janvier, Intermarché a fait une promotion de moins 70% sur le Nutella. Résultat des émeutes dans les supermarchés. Ah, c'est un peu non. Et voilà. On en est là. Tu fais moins 70% sur un mélange de sucre et d'huile de palme, les gens se jettent dessus comme si c'était un produit de première nécessité. Sachant qu'en plus, en mai 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que dans l'huile de palme transformée, il y avait des contaminants génotoxiques et cancérigènes. On a atteint un stade historique dans la société du spectacle. Tu fais moins 70% sur le cancer, les gens se battent pour en acheter. Mon but avec cette vidéo, c'est pas de montrer du doigt les gens qui se sont battus pour du Nutella et c'est pas non plus de dédouaner chacun de sa responsabilité individuelle. Mais je vais pas prendre des airs supérieurs sous prétexte que j'ai arrêté d'acheter du Nutella il y a des années de ça. Ouais, ça a été dur, mais je m'en suis sorti. Ça a commencé tout bêtement, hein. Une copine était passée chez moi, à un moment donné elle me dit « T'as pas du Nutella ?» Là je fais mon bobo, je dis « Non, c'est mauvais pour la santé. » Et là elle me répond « Ah bah c'est dommage parce que je t'aurais bien taillé une pipe au Nutella. » Du coup après cette occasion manquée, j'ai totalement pété un câble, j'avais toujours 2 pots de 1 kg en permanence chez moi, et puis évidemment, à force de passer devant tous les jours, bah j'ai fini par craquer, j'ai goûté, et puis j'ai sombré. Après ça a été la descente aux enfers, hein. À la fin j'étais à 2 kg de Nutella par semaine, je braquais les gens pour du Nutella, hein. Mais bon, moi je m'en suis sorti, hein. Aujourd'hui, je connais des mecs qui sont encore au fond du gouffre, hein. Ils sont hétéros, mais ils taillent des pipes juste pour du Nutella. Plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a un effet addictif au sucre et qu'on en trouve à tous les rayons du supermarché. Bon, sauf peut-être le rayon lessive, encore que j'en suis pas sûr. Et le Nutella, c'est une teneur en sucre de 56%. Si le sujet vous intéresse, le film Sugarland vient de sortir. C'est un peu dans le même esprit que Super Size Me. Je vous en parle même si c'est pas trop mon délire ce genre de film, parce que au cas où vous l'avez pas encore compris, je place le consensus scientifique bien au-dessus de l'anecdote personnelle. Donc quand des milliers de scientifiques ont fait des études rigoureuses qui vont dans le même sens, je vois pas trop l'intérêt du journaliste Gonzo qui se filme en train de prendre des risques sanitaires avérés. Attention, hein, c'est dangereux pour la santé. Non mais c'est bon, c'est pour le film. Oh merde, je suis malade et j'ai des séquelles à vie exactement comme les scientifiques l'avaient prédit. Attention les enfants, ne faites pas ça chez vous. Puis je me dis que l'étape d'après, c'est le pro-vaccin qui vaccine pas son enfant et qui fait un film dessus. Oh merde! Il est mort du tétanos dans d'atroces souffrances. Coupez! Ne faites pas prendre ce genre de risque à vos enfants juste pour convaincre les anti-vaccins. Laissez juste la nature opérer sur les enfants d'Isabelle Adjani. Par contre, s'il y a des producteurs qui me regardent, j'ai un concept de film dans le même genre, ça s'appelle Le Grand Plongeon, c'est un documentaire sur un type qui vérifie la théorie de la gravitation sans parachute. Je pense que ça peut cartonner. Même si c'est vrai que les gens qui font un minimum confiance à la science connaissent déjà la fin. Néanmoins, je tenais à parler du film Sugarland parce que je me dis que le côté spectaculairement débile peut aider à la prise de conscience collective. Ça peut être une sorte de jackass socialement responsable. J'en viens au sujet central de cette vidéo. Je profite de ces émeutes Nutella pour parler du livre La Société du spectacle de Guy Debord, parce que c'est un des rares accidents où le spectacle devient tellement délirant qu'il n'arrive plus à remplir son rôle, à savoir s'auto-expliquer et se légitimer lui-même. Même si certains essaient malgré tout. Je vais tenter d'expliquer rapidement, et ça sera forcément succinct, le concept de spectacle selon Debord, déjà parce que ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on entend habituellement par spectacle, et ensuite parce que la plupart des youtubeurs que j'entends utiliser l'expression société du spectacle le font à tort et à travers. C'est-à-dire que pour eux, la société du spectacle c'est juste Cyril Hanouna, les Buzz... Merci les grands penseurs de YouTube. Si c'était juste pour lire le titre du bouquin sans l'avoir compris, à peu près n'importe qui est capable de lire ces 4 mots. Ce qui vous démarque éventuellement, c'est l'immunité à la honte de parler de sujets auxquels vous n'avez rien compris.
Plutôt que de donner une définition complète, parce qu'il y a quand même tout un bouquin qui s'en charge, je vais essayer de vous inciter à le lire et aussi casser les idées préconçues que vous pourriez avoir sur ce qu'est le spectacle. De sorte qu'avec d'autres pistes de lecture, vous puissiez comprendre par vous-même ce qu'est le spectacle. Alors déjà, dites-vous que Cyril Hanouna et la télévision en général, c'est qu'une fraction anecdotique ou au moins marginale du spectacle. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Debord et la société du spectacle s'inscrivent dans un courant socialiste de la fin des années 60, et là je m'interromps, parce que je réalise que par définition, le spectacle a imposé son langage et ses codes. De sorte que ce que moi j'appelle socialiste n'a rien à voir avec l'image que ce mot évoque chez la plupart d'entre vous. Vous voyez pourquoi c'est compliqué de comprendre ce qu'est le spectacle? Parce que moi quand je dis socialiste, je vois surtout des barbus du 19e siècle, alors que la plupart des gens chez eux ont imaginé des potes de Hollande et Macron. Et encore, je sais que je m'adresse à une élite, parce que tu dis 19e siècle au Pékin lambda, il imagine des chevaliers et des châteaux forts. Peut-être même des magiciens qui jettent des boules de feu. Pour le dire de façon ultra simplifiée, si c'est à droite de Jean Jaurès, c'est pas du socialisme. Waouh, ça pourrait faire une publication qui cartonne sur Facebook, ça. Si c'est à droite de Jean Jaurès, c'est pas du socialisme. Franck Brusset avec ma photo à côté. Bon, en même temps, c'est Facebook, donc ça se retrouverait certainement modifié sur une page totalement débile du style Anonymous France, avec une photo de Nikola Tesla à la place. Le courant socialiste dans lequel s'inscrit Debord s'appelle le situationnisme, plus précisément c'est un des héritiers du marxisme, avec également des aspects libertaires. Il s'inspire notamment du marxisme d'Anton Pannekoek, de Rosa Luxemburg et du communisme de conseil, c'est-à-dire en claire opposition avec les léninistes et autres bolcheviks. Alors là, certainement que des gens tombent des nues en se disant « Quoi ? On peut être marxiste et anti-léniniste ?» Mais peut-être que certains seront même prêts à aller plus loin et après une brève recherche, vérifieront qu'en russe, conseil se dit même soviète. Et là, il sera encore plus étonné. Toute cette confusion s'explique par le fait que Lénine et les bolcheviks ont usurpé le terme soviétique alors que leur régime était totalement anti-soviétique, puis se sont accaparés l'intégralité du socialisme via la Troisième Internationale et le bloc de l'Est. Mais j'en parlerai certainement un jour sur ma nouvelle chaîne, et si ça t'intéresse, tu peux t'abonner ici. Ouais, Franck Brusset, c'est complètement con de créer une deuxième chaîne. Moi, je m'abonne jamais aux chaînes secondaires d'abord. Puis l'autre jour, mon chat, il était malade. Alors, justement... Enfin, on s'en fout de ton chat malade, mais justement, créer une deuxième chaîne, ça fait partie de ma lutte contre la société du spectacle. Parce que si je me mettais à tout mélanger sur une même chaîne, qui s'appellerait qui plus est Franck Brusset, le fil rouge, du coup, ça deviendrait uniquement moi. Ou du moins, moi tel que représenté sur YouTube. Et donc, on serait totalement dans un processus de vedettariat typique de la société du spectacle. Pour en revenir une dernière fois à l'URSS, Debord l'incluait également dans le spectacle, ce qu'il appelait plus précisément le spectacle concentré, mais on va pas rentrer dans les détails parce que ça fait déjà beaucoup d'informations à assimiler. Et on est sur une chaîne d'humour à la base quand même. Donc pour le coup, je vais vous faire une petite blague sur l'URSS. Pourquoi était-il interdit d'arroser les plantes en URSS? Parce que ça faisait rouiller les micros. Si tu as vécu en RDA, mets-le dans les commentaires. Dans la société du spectacle, Debord s'attelle à tirer les leçons des échecs du socialisme utopique, mais aussi du socialisme scientifique. Donc, quand je disais héritier du marxisme, il fallait le voir vraiment comme un repas de famille avec le vieux marxisme sénile, dictature du prolétariat, et puis le jeune situationniste qui attend que le marxisme meure enfin pour hériter, et qui est un peu gêné. Ouais, il perd un peu la boule. Le lancez pas sur Trotsky et Makhno, surtout. Le gauchisme, maladie infantile du communisme. Le spectacle est un prolongement du concept de fétichisme de la marchandise de Marx, qui, dans la production capitaliste, est le phénomène social par lequel la marchandise sert de support aux relations humaines et, en tant que marchandise, se voit attribuer plus que la valeur de simple produit du travail. On lui attribue quelque part des qualités religieuses. Et certainement que pour comprendre ce que je viens de dire, il faut avoir compris le concept de marchandise, donc lisez le Capital de Karl Marx. À un moment donné, je crois qu'on peut pas y couper. Si on veut s'émanciper, il faut lire des livres. C'est pas un hasard si pendant des siècles, ceux qui lisaient ont imposé leur domination sur ceux qui ne lisaient pas. Au pire, commencez par l'adaptation en manga. Debord décrit le spectacle comme un rapport social entre des personnes médiatisé par des images.
Le spectateur, c'est-à-dire celui qui subit le spectacle, celui qui est réduit à l'état de simple consommateur par ce système, est coupé de sa vraie vie. Il n'a accès à la vie que par la médiation de cette fausse vie d'image que nous impose la société capitaliste. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Le spectacle, c'est le storytelling généralisé du faux qui devient la référence unique et qui du coup s'auto-justifie et s'auto-entretient de façon exponentielle au fil du temps. Ainsi, le dogme totalement délirant de l'économie politique s'impose dans les esprits comme une évidence et on utilise le soi-disant réalisme de cette fausse évidence pour faire passer la lutte des classes pour la fantaisie d'illuminés qui finalement n'auraient pas compris comment fonctionne vraiment la vie. Bah oui les gars, vous êtes cons, il n'y a pas de lutte des classes, il y a juste des gens qui savent faire du bise. C'est la nature. Avec la révolution industrielle, la division manufacturière du travail et la production massive pour le marché mondial, la marchandise apparaît effectivement comme une puissance qui vient réellement occuper la vie sociale. C'est alors que se constitue l'économie politique comme science dominante et comme science de la domination. Exemple concret. Dans le capitalisme, une entreprise va réaliser une plus-value sur le travail de ses employés. Plus-value qui va aller dans la poche de ceux qui possèdent directement ou indirectement les moyens de production, que ce soit un grand patron, des actionnaires ou même des banques auprès de qui l'entreprise aurait contracté des emprunts. Le travailleur, lui, ne peut survivre qu'en bradant sa force de travail. C'est lui qui, par son travail, produit, mais au final, ce sont les acteurs économiques que j'ai mentionnés qui, en ponctionnant une plus-value sur des milliers voire des millions de travailleurs, tirent le plus gros avantage de la production, alors qu'ils n'ont fourni aucun travail. Techniquement, ils n'ont rien produit. Donc littéralement, t'as volé une partie de ton travail parce que tu peux passer 30 ans à assembler des Mercedes sur une chaîne de montage sans à la fin jamais posséder ni Mercedes ni même une petite partie de l'entreprise. Enfin, c'est dingue quand même. Jamais on imaginerait un agriculteur qui cultive un verger et qui n'aurait jamais mangé une de ses pommes. Je m'arrête rapidement pour expliquer que l'exemple n'a rien à voir avec le fait que l'agriculteur possède les moyens de production ou pas. C'était juste pour illustrer le fait que l'évidence apparente que le producteur peut goûter le fruit de sa production, dans le capitalisme, ne fonctionne que si la production vaut effectivement que dalle sur le marché. Et ce qui est génial avec le spectacle, c'est que tu t'es fait voler une partie de ton travail, mais toi, spectateur, t'es persuadé d'avoir gagné ta vie. Bah si, quand même, avec mon salaire, j'ai payé mon loyer. Dans ce cas, tu t'es fait voler une deuxième fois. En effet, le cumul des loyers que t'as payé toutes ces années représente peut-être 50, 100, 200% du prix de ton logement, mais au final, t'en possèdes 0%. Et tous les 3 ans, ton propriétaire peut te virer, même si t'as toujours payé ton loyer. Mais ça, 3 ans, c'est parce qu'on est dans un pays limite communiste. Hein, parce que dans un pays vraiment libre, on pourrait mettre les gens à la rue du jour au lendemain. Attends, t'as cru que parce que tu payais un loyer, t'étais chez toi ? Ceux qui ont le mieux intégré le spectacle me répondront « Mais non, t'as rien compris, c'est pas du vol, c'est un retour sur investissement, c'est pour récompenser la prise de risque. » Chaque année en France, il y a plus de 500 morts au travail, sans compter les maladies professionnelles et ceux qui décèdent sur le trajet domicile-travail. Va vraiment falloir m'expliquer en quoi c'est plus risqué de faire travailler les autres à ta place. Non mais c'est vrai que pour vraiment savoir, il faudrait qu'on ait les chiffres du nombre de mecs qui meurent sur leur yacht ou dans leur hôtel particulier. On sait pas, ça se trouve c'est vachement dangereux de pas travailler. Mais encore, on se ferait tous voler que 2 fois, ce serait pas grand chose. Mais après t'as aussi l'État, qui te taxe et qui utilise l'argent qu'il t'a pris pour sauver les voleurs de la crise qu'ils ont eux-mêmes créée par cupidité. Et en notre nom et celui des générations futures, l'État emprunte sur les marchés financiers pour sauver les marchés financiers. Rien qu'avec ça, on s'est fait voler au moins 3 fois de plus. C'est la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir, qui est à la racine du spectacle. Le spectacle est ainsi une activité spécialisée qui parle pour l'ensemble des autres. C'est la représentation diplomatique de la société hiérarchique devant elle-même, où toute autre parole est bannie. Et les capitalistes s'accaparent aussi toutes les ressources de la planète et détruisent l'environnement que personnellement je considère comme 2 biens communs à toute l'humanité, voire même à tout le vivant, présent et à venir. Ils pètent dans la soie, mais c'est vraiment des voleurs du ghetto. Hein. Ils rentrent chez toi, ils te piquent tout et avant de repartir, ils chient au milieu du salon. Tout ça pour fabriquer des smartphones qui finiront à la casse parfois sans même avoir été utilisés. Et le spectacle, c'est ce qui fait qu'après avoir été volé autant de fois, la plupart des gens diront « Pfff, ce mec raconte vraiment n'importe quoi » en regardant cette vidéo sur leur iPhone qu'ils jetteront dans 6 mois. L'objet qui était prestigieux dans le spectacle devient vulgaire à l'instant où il entre chez ce consommateur, en même temps que chez tous les autres. Il révèle trop tard sa pauvreté essentielle, qu'il tient naturellement de la misère de sa production. Mais déjà,
c'est un autre objet qui porte la justification du système et l'exigence d'être reconnu. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos spectateurs. Voilà, ça fait plus de bordien. En quoi ces émeutes Nutella s'inscrivent-elles dans le spectacle? Eh bien, si des gens en arrivent à mettre en jeu leur intégrité physique pour un produit qui n'est non seulement ni vital, ni même utile, et qui même représente un risque pour leur santé, c'est bien qu'ils sont totalement déconnectés de leurs besoins réels et même de leurs désirs réels. Bref, séparés de leur vie. Et que ce soit pour consommer ce Nutella ou le revendre et en dégager une plus-value, on est totalement dans le rapport marchand. En rester à l'analyse de surface qui voudrait que les gens se soient battus pour du Nutella parce qu'ils sont pauvres ou que c'est la crise, c'est une explication du spectacle qui nie l'existence même du spectacle. Ce qui crée cette frénésie, c'est l'image que les spectateurs ont de cette marchandise comme ayant une valeur d'échange supérieure à celle à laquelle on leur propose à cet instant. Et dans la logique du fétichisme de la marchandise et du spectacle, ça vaut totalement le coup de risquer son intégrité physique pour l'obtenir. Parce que dans ce système, l'intégrité physique des êtres humains est une marchandise systématiquement dévalorisée. Ça vaut le coup de finir paraplégique si ça te permet de devenir millionnaire en Nutella. Voilà, vu tout le travail que représente cette vidéo, tu comprendras que je t'invite à la partager et à mettre un pouce en l'air. Je suis sûr que beaucoup auront aussi quelque chose à rajouter dans les commentaires. Je remercie tous les tipeurs qui soutiennent mon travail, particulièrement ceux dont le nom apparaît en ce moment ou juste avant ou juste après. Et si tu ne tipes pas encore, je t'invite à le faire parce qu'en ce moment, il y a moins 70% sur rien, en fait. Voilà, parce que normalement, après cette vidéo, tu commences à sortir de ton rôle de spectateur et tu n'as pas besoin d'une fausse raison pour soutenir mon travail. Merci, à jeudi prochain. Je vous invite à lire les livres mentionnés dans la vidéo, vous les retrouverez dans la description avec également des vidéos connexes qui présentent le sujet de façon différente.